Salut, c'est une belle journée pour faire un nouveau podcast solo. Je suis dans une vague de podcasts solo dernièrement parce que, bon, je suis en grosse déconstruction, puis en mode observatrice de moi. Je vis des belles choses, des grosses choses, mais des belles choses quand même. Puis, je me suis dit, tiens, je vais venir partager encore une découverte ou quelque chose, en fait, qui s'est mis encore plus en lumière pour moi dans les derniers temps, qui est les pensées versus les idées. Et ça a vraiment, vraiment changé quelque chose de gros chez moi. Puis c'est ce que j'appelle l'ego déguisé. Ça a permis vraiment de devenir une observatrice encore plus consciente. Parce que quand on laisse notre ego gouverner puis qu'on insiste pour contrôler des événements, malgré ça, on est en lutte constante avec l'univers. Euh, un de mes guides dit souvent que parfois le battement d'aile d'un papillon à l'autre bout du monde peut faire qu'on a un ouragan de notre côté du monde. Et c'est fou les répercussions que chaque petite chose. On est vraiment dans une synergie, hein, une dynamique où on ne se rend pas compte à quel point tous les petits gestes, les pensées, les mots ont des répercussions sur tout parce qu'on est vraiment dans cette pièce de théâtre tous ensemble en ce moment. Et quand on choisit juste d'être avec le petit papillon que je te parle, puis qu'on le laisse faire sans à chercher, ni à l'orienter, ni à visualiser dans une autre action, ben, l'équilibre et la guérison vient juste de cette présence-là. Puis moi, le papillon, le vent, la tempête va juste faire un. Et c'est vraiment cette dynamique-là que j'essaie de cultiver en fait de plus en plus dans ce nouveau regard que j'ai envie d'avoir sur la vie. Puis c'est difficile pour nous en Occident de croire qu'on peut connaître la paix puis le bonheur sans s'activer concrètement à ça. Mais c'est effectivement quand on incarne la paix puis le bonheur que là, ça se concrétise. Mais bien souvent, notre ego veut pas qu'on sache qu'on a un pouvoir infini qui s'offre à nous quand on s'imprègne de la sagesse de l'univers. Il y a beaucoup de gens qui sont fascinés et qui pensent que la sorcellerie, ça donne une chance d'exercer une influence plus grande sur ce qui nous arrive. Puis il y en a plusieurs qui vont croire qu'en suivant à la lettre des instructions d'une formule, d'un rituel, de ci ou de ça, on va pouvoir éviter certaines choses ou acquérir par enchantement quelque chose d'autre. Mais ce que je prône, puis ce que je dis, puis surtout dans ce podcast Sorcellerie blanche, depuis toutes ces années, c'est que souvent les gens qui voient la sorcellerie de cette manière ne se rendent pas compte que la magie véritable ne se produit pas en récitant des incantations, non plus en broyant des herbes au mortier, mais surtout en modifiant notre perception, puis en incarnant la confiance et la grâce et la foi. Je pense que c'est quelque chose que je répète. On est rendu à 175 épisodes, je crois, maintenant. C'est quelque chose que je répète depuis le début. La magie, la sorcellerie blanche, tout ça, c'est toujours à partir de cette perception. Puis c'est dans les vibrations qu'on a dans notre corps. C'est là qu'il va y avoir transformation. Puis moi, j'aime beaucoup parce que je suis dans cette voie chamanique des laïkas, puis eux, ils ne sentent pas le besoin de revêtir des vêtements qui montrent leur pouvoir ou leur rang. Euh, c'est vraiment, ils vibrent la magie à l'intérieur d'eux. C'est vraiment un taux vibratoire. Puis de leur présence, la simple présence va émaner une brillance à laquelle les autres autour vont réagir. Puis juste la présence, et c'est ça que je travaille beaucoup quand je travaille avec mon sel, avec mon champ énergétique lumineux, c'est de travailler cette vibration, qu'est-ce que j'ai? Parce que les gens réagissent à ça, on n'a pas besoin de parler. Puis souvent, de parler devient superflu. Quand on travaille à mes côtés, en fait, je vais beaucoup plus poser de questions que je vais parler moi. Parce que le simple fait d'augmenter le taux vibratoire puis d'être là en présence d'une personne va permettre que cette personne va se sentir en sécurité ou peut-être des fois ça va être un peu, il va y avoir de la rigidité, mais du moins il va y avoir un espace de confiance, un espace qui va petit à petit s'alléger, qui va permettre cette guérison qui se fait malgré nous hein, parce que c'est au niveau vibration. Quand on découvre qu'on rêve le monde, on reconnaît qu'on crée aussi les cauchemars de notre réalité. Et le problème, c'est notre esprit.
Même si notre faculté de penser est extraordinaire, puis que notre raison, puis notre logique sont hyper puissantes, puis d'une grande valeur, là, on va le dire, là, l'esprit, lui, il est fou. Parce que selon moi, l'esprit, de ce que j'ai compris dans tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai fait dans les dernières années, l'esprit, la seule chose qu'il peut créer, c'est des maladies psychosomatiques. L'esprit ne crée pas la santé. Puis le seul moyen de créer la santé psychosomatique, c'est d'arriver à baisser un peu la voix de l'esprit. Pas que l'esprit prenne toute la place. Faire taire, j'y crois pas. Je crois pas. Puis j'ai pas envie de faire taire mon esprit, mais de faire descendre sa voix, de donner moins d'importance à sa voix. Mais tu sais, juste pour clarifier un peu l'esprit, ça n'existe pas vraiment, sauf que en soit une genre de figure de style, là. Même si la science n'a pas prouvé son existence, euh, on veut y croire. On veut croire à son pouvoir parce qu'on espère toujours qu'il détient la clé de toutes nos crises, là. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, j'ai lu dans les années 1990, il y a une spécialiste des neurosciences qui a fait part de sa découverte que le corps, puis pas le cerveau, c'était l'esprit subconscient. Puis ça communiquait par l'intermédiaire des neuropeptides, les molécules produites par chacune de nos pensées. Puis elle a découvert, c'est une femme en plus, j'étais super contente de lire ça, elle a découvert que les pensées ont un élément biochimique, même si elles sont réelles, et que les neuropeptides sont réels, puis que le cerveau est réel. Ce qu'on appelle l'esprit, c'est en réalité juste l'ego qui est déguisé. Et ça, pour moi, ça a fait un gros wow quand j'ai lu ça parce que pour moi, ça a fait son sens. Les pensées diffèrent des idées. C'est ça aussi que je veux parler aujourd'hui. Parce que on peut avoir une idée quand on décide, par exemple, d'aller faire les courses ou d'assister à un cours de yoga ou de méditation. Pendant que la pensée, c'est le bavardage qui est continuel, qui va commencer dans notre cerveau dès notre réveil, les pensées sont souvent plus folles. Si, par exemple, je vais au magasin, là, euh, j'aurai pas le temps d'aller à mon cours de méditation. Puis là, je vais être trop stressée. Donc, je devrais peut-être aller faire en premier mon cours de méditation. Tu vois, ça commence, puis ça n'arrête jamais. À l'inverse des idées qui souvent sont fraîches puis originales, les pensées sont des souvenirs qui sont déclenchés par un phénomène du présent. Par exemple, si je sens une fleur, là, moi j'adore les fleurs, je m'en achète toutes les semaines, non, toutes les 3 semaines parce que je les fais durer plus longtemps. J'adore. Ben, je les achète quand c'est pas la saison, évidemment. Euh, quand je la sens, cette fleur-là, je suis dans cet espace qui est parfumé. J'arrête pas de respirer la fleur pour réfléchir à son odeur, tu vois. Mais aussitôt que je pense à l'odeur de cette fleur-là, j'établis un lien avec quelque chose que j'ai appris ou qui me rappelle quelque chose, qui me ramène dans un souvenir. Puis c'est là que je retire l'expérience du moment. Quand il n'y a plus de pensée, il reste juste l'odeur de cette fleur-là. Aussitôt que mes pensées arrivent, le moment m'échappe. Puis la plupart de nos pensées sont des souvenirs qui sont déguisés d'expériences de toute façon, qu'on a vécu dans nos premières années de vie ou dans notre passé, ou des fois même avant notre naissance ou même dans des vies antérieures. Quand on est petit, on dit qu'on goûte le monde en introduisant tout dans notre bouche. Par exemple, on a joué pendant des heures avec le sable, avec des jouets, puis c'est à travers cet espace-là qu'on s'évadait dans nos rêves, tu sais. Puis on dit que vers l'âge de 7 ans, à peu près, les pensées apparaissent en force. Moi, je l'ai observé chez mon fils, là. J'ai vraiment vu, parce que j'étais plus consciente aussi, d'observer ça. Et aujourd'hui, si je repense aussi avec ma fille, c'est vrai que vers l'âge de 7 ans, il y a eu un changement en elle. Parce que les pensées apparaissent en force. Et c'est à partir de là que peu à peu, on,
on reçoit ce sens du soi, on se rend compte de ça, puis on a appris à se situer par rapport au monde. C'est là qu'on n'est plus vraiment dans le toucher, le goût, l'odorat, les sensations. C'est comme ça part. Avant, on n'avait pas de pensée, on avait juste des expériences. Ce qui est dommage, c'est que ces expériences-là, les vraies expériences, là, les authentiques, ça se raréfie. Puis finalement, à un âge avancé, par exemple, à l'âge adulte, même à l'âge adolescent aujourd'hui, là, les gens sont hantés par un flot continuel de pensées, de souvenirs. Parce que chaque pensée qui naît dans notre cerveau, c'est une répétition d'une histoire dans laquelle on a été toujours un des trois, victime, sauveur ou agresseur, victime, sauveur, agresseur. J'ai envie de t'inviter juste là, arrête-toi. À quoi penses-tu présentement pendant que je te parle? Rappelle-toi que les pensées ne sont pas originales, brillantes et créatives, à l'opposé de notre instinct, de nos idées et de notre faculté de rêver. Puis on pense que c'est impossible de penser à l'extérieur des concepts qui sont établis parce que les pensées, en fait, c'est des concepts. Et quand on s'identifie à nos pensées, on est dans une situation, bien souvent, où il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas mes pensées. J'ai juste ces pensées-là de la même manière que je ne suis pas non plus ma maison, je ne suis pas mes vêtements, je ne suis pas ma voiture. Mais j'ai aussi une voiture, une maison, des vêtements. Puis on sait tous qu'est-ce que ça fait quand on pense qu'on est notre auto, notre maison ou nos vêtements. Parce que quand on pense ça, c'est là qu'on va vouloir résoudre nos problèmes en s'achetant d'autres vêtements ou des vêtements plus de qualité ou on va aller s'acheter des conneries, là, n'importe quoi, juste en pensant que c'est ça qui va résoudre, pardon, nos problèmes. Puis les pensées, en fait, ce que j'ai compris, c'est comme une poussière qui va se déposer sur notre peau pendant tout le voyage de notre vie. Et ça forme comme une croûte épaisse, là. Mais au bout d'un certain temps, on se met à essuyer des petites parties parce qu'on veut retrouver qui on est. Je pense que c'est vraiment ça, l'éveil spirituel, d'enlever ça. Mais je pense que la solution, c'est d'arrêter de juste faire des petits dépoussiérages ici et là, comme par hasard, mais vraiment, comme on le fait souvent dans des petites thérapies comme ça, on ne va pas jusqu'au bout, c'est quelque chose qui est éphémère, ça revient après, mais je pense qu'on est vraiment invité là, à dépoussiérer au boyau d'arrosage. Puis pour faire ça, je sens que c'est vraiment à travers euh, de l'honnêteté radicale envers soi, euh, devenir observatrice de soi et arrêter de se faire croire des choses ou ce que je vois beaucoup là, dans les dernières années, puis j'ai vraiment envie de le nommer, de justifier euh, l'inaction ou le fait de souffrir de quelque chose à cause de nos lignées. Ça, là, je suis plus capable parce que ça justifie le fait que finalement, ah, ben moi, j'ai pas toute la responsabilité du pourquoi je me sens pas bien comme ça. Oui, il y a une certaine part, puis oui, on peut porter de nos lignées, mais ma responsabilité ici et maintenant, c'est moi d'être mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis c'est vraiment important d'aller prendre le temps d'aller faire ça. Dans beaucoup de traditions orientales, on parle du sage parce que le sage, c'est cet esprit-là qui se découvre par la pratique, par exemple, de la méditation. Puis, quand on est à la recherche de ce sage-là à l'intérieur de soi, on va passer les premières années à vraiment être euh, assis en silence, à observer la folie de l'esprit, puis de se rendre compte vraiment que c'est comme un mauvais film qui repasse sans cesse. Des fois, je m'assois le matin, puis j'arrive pas à méditer parce que il y a quelque chose qui m'a dérangé ou j'ai un mal physique. Puis
ce que je fais, c'est que je laisse mon esprit aller voir, tu sais, ce mal que j'ai là. Et si j'oblige mon esprit à revenir à ma respiration, puis dire non, non, tu sais, je sais que je vais finalement vivre une certaine frustration. Fait que le but, c'est de s'identifier justement à ce sage-là qui observe, devenir l'observatrice de ce qui se passe. Pas créer de conflit, encore une fois, ou d'obligation ou de mettre de pression. Quand il n'y a pas de conflit, l'esprit se dissout graduellement. C'est là que on peut arrêter de juste voir qu'est-ce qui nous dérange ou cette douleur dans notre corps sans s'identifier à ça et arrêter de souffrir de ça. Puis les pensées continuent d'apparaître puis disparaître, tu sais, dans ces moments-là, mais notre attention va rester fixée sur ce sage. Puis, tu sais, ce que tu peux imaginer aussi, c'est comme un ciel bleu ou vraiment un espace où est-ce qu'il ne se passe rien. Et c'est vraiment de fixer son attention sur ça. Quand on souhaite rencontrer le sage, on se pose des questions simples du genre, euh, c'est qui a cette douleur-là? C'est qui souffre de ça? C'est qui est fâché? Puis, cette interrogation-là, pour justement voir la différence entre les pensées puis les idées, ça permet vraiment de partir à la recherche de ce sage-là qui est à l'intérieur de soi. Puis quand on a trouvé sage, c'est là qu'on va être capable de voir que tout ce qu'on prend pour la réalité, c'est juste une projection. Le monde, là, c'est un écran de cinéma sur lequel est projeté notre rêve ou notre cauchemar qu'on se raconte en boucle. Quand on devient l'observateur, l'observatrice de ça, là, le sage, ben, on peut regarder l'histoire qui est en train de jouer, puis de se dire qu'on n'est pas obligé de croire toute cette action-là qui se déroule devant nous. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, genre que tu lises un livre, puis t'es vraiment rendu dans le livre. T'es comme, tu sens la vie des personnages ou un film te fait pleurer ou t'a fait, tu sais, vraiment peur, là, genre pendant quelques jours, tu vas faire des cauchemars. Euh, c'est la même chose avec nos pensées, nos idées. On s'est endormi dans une transe en regardant le film créé par la société avec l'impression que l'action est réelle. Mais quand on arrive à découvrir et à reconnecter avec le sage qui en soi, on peut modifier ce qui se passe à l'écran. Parce qu'en fait, le sage, l'observateur, c'est le seul à pouvoir avoir ce pouvoir-là, de cesser tout ça. Parce que le sage répare tout de l'intérieur. C'est là que tu peux changer le film, tu peux arrêter ce film-là, tu peux changer les acteurs principaux, tu peux arrêter de faire venir certaines personnes dans certaines scènes. Donc, c'est vraiment un exercice qui est fantastique et qui permet de retrouver ce bonheur qu'on cherche tant. Le sage trouve une solution à chaque problème, peu importe la difficulté ou le défi, au lieu de vouloir contrôler puis changer les événements au niveau physique, la 3D. Puis je pense que quand on découvre qu'on est le sage, peut-être que tu as déjà touché hein, cet espace-là. Moi, je l'ai touché quelques fois, puis c'est magnifique. Là. Des instants de lucidité incroyables. Je les appelle des instants parce que c'est quelque chose qu'on doit cultiver. C'est comme le gym, là. C'est pas quelque chose qu'on fait, puis ça y est, je suis une illuminée. Mais vraiment de dire quand on découvre qu'on est le sage, la folie de l'esprit euh, n'est plus là, fait plus partie. En tout cas, ça ne prend pas autant de place que ça prenait avant. Et c'est plus facile d'atteindre le niveau de perception de l'aigle, cette grande vision. On apprend à avoir un regard neuf sur les situations. Puis
Puis c'est ça l'invitation à travers ce podcast, c'est de se rappeler que tout change à partir de l'intérieur, encore une fois, qu'on a des responsabilités envers les autres, envers la planète. Parce que pour modifier le rêve, là, celui qu'on vit ensemble, il faut s'approprier tout ce qui ne va pas bien dans ce monde. Mais tout ce qui est aussi beau, tout ce qui est puissant. Parce que ce qu'on appelle la réalité d'aujourd'hui, ça renferme toutes les mythes et les histoires qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Et quand on met de la clarté sur tout ça, c'est là qu'on voit qu'il s'agit juste de contes de fées. Cette prise de conscience s'effectue par la révélation dans la porte du nord du colibri. On repère beaucoup plus facilement le rêve ou le cauchemar dans lequel les autres sont captifs que le nôtre. Ça, c'est un fait. On se rend rapidement compte euh, que notre ami crée sa propre misère. On pense toujours que notre propre malheur résulte de quelque genre tragédie qui nous est arrivée. Il y a toujours des raisons, puis tout ça. Quand on saisit que la réalité, en fait, c'est un rêve, là, on est en mesure de se réveiller de ce cauchemar collectif-là. Puis ce qui, auparavant, était caché à notre esprit va devenir tellement clair, là. C'est là que on sait qu'on ne peut plus satisfaire nos besoins spirituels en s'achetant des choses, qu'on ne peut plus changer la personnalité de nos enfants, puis que le progrès, c'est pas la solution à la pauvreté, par exemple. Il faut arrêter de se contenter d'agir juste au niveau terre à terre du serpent, mais il faut aussi euh, aller à celui de l'esprit de l'aigle, parce que c'est là qu'on peut sortir du temps puis entrer dans le courant de l'inconnaissable, rêver son monde. On a tout rassemblé, genre des bribes d'informations sur le monde qu'on expérimente avec nos sens, mais au niveau de l'aigle, on sait qu'en plus du connu et de l'inconnu, il y a l'inconnaissable. Quand on, quand on choisit d'alimenter ce cheminement du sage, on dépasse les vérités qu'on avait assimilées, puis on commence à entrer dans celles qui peuvent être juste expérimentées. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'expérimentation puis l'intégration. C'est pas juste d'avoir des, des informations dans mon esprit qui va faire que je vais cheminer et que je vais vraiment aller à l'intérieur de moi, puis je vais vraiment me comprendre, puis me connaître. Mais c'est vraiment à travers cette expérimentation, puis cette intégration que je vais trouver encore plus de clarté. Et c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, hein, le chemin du sage. Donc, je t'invite à toi aussi découvrir cet ego déguisé qui, euh, qui est l'esprit qui est fou finalement, et à devenir de plus en plus cette observatrice et d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans toutes tes pensées, à tous ces moments-là où ça tourne en boucle et ça te maintient peut-être justement dans un inconfort malgré toi, hein, et commencer à te raconter quelque chose de plus beau, parce que l'esprit se nourrit de conflits. Puis quand il n'y en a plus en soi, l'esprit va disparaître ou va prendre encore moins de place. Et c'est là que les pensées vont partir, puis il va rester que le sage. Le sage, c'est celui qui observe. Puis l'esprit a toujours peur qu'on découvre qu'il n'existe pas, puis il veut à tout prix qu'on lui prête attention, puis qu'on lui accorde la valeur. Et quand on a découvert le sage en soi, c'est là qu'on nettoie la poussière qui est accumulée depuis des milliers de vies, genre. Puis quand on aura perdu l'esprit, c'est là qu'on retrouve de plus en plus nos sens. Et c'est ça que j'invite tout le monde depuis tant d'années et que je répète de différentes manières.
de donner moins de place à l'esprit et d'y aller beaucoup plus avec les sens. Et c'est quand on a intégré cette pratique-là qu'on peut réellement commencer à œuvrer et avoir son travail passion. Parce que l'esprit est celui qui nous maintient dans la peur de ne pas se réaliser. Allez, j'espère que ce petit épisode t'aura fait du bien. Fais-moi tes retours, ça me fait toujours plaisir. Je t'embrasse et à une prochaine fois. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.